Bienvenue sur ce cours de santé publique consacré à la prévention en santé. Donc, lorsque l'on fait de la santé publique, on se situe non plus au niveau de l'individu, mais au niveau d'une collectivité, d'une population. Donc, c'est de la médecine populationnelle. Et lorsque vous travaillez à l'échelle d'une population, vous pouvez mener différents types d'actions. Vous pouvez faire de l'information auprès du public, faire ce qu'on appelle de l'éducation à la santé, de la promotion de la santé, à travers les médias par exemple. Mais quand vous faites de la santé publique, vous faites également de la gestion de l'offre de soins, de l'organisation des hôpitaux, l'organisation des filières de soins, de la permanence des soins. Vous pouvez également faire de la recherche, de l'évaluation sur les soins et leur qualité et leur sécurité. Et puis, vous pouvez également mener tout un certain nombre d'actions au niveau de la prévention. Donc, c'est un point fondamental de la santé publique et de la médecine des populations, c'est faire en sorte que les patients ne tombent pas malades. Alors, la prévention, donc sa définition est rappelée dans la loi de santé publique de 2002. Donc, tout ce qui concerne la prévention a pour but d'améliorer l'état de santé d'une population. Donc on est bien à l'échelle d'un collectif et non plus de l'individu, même si la répercussion se fait au niveau de l'individu. Donc le but, c'est d'éviter l'apparition des maladies ou accidents. Si vous ne pouvez pas éviter leur apparition, c'est éviter qu'elles se développent de façon trop importante. Et si vous faites des diagnostics à des stades plus avancés, c'est éviter l'aggravation ou les séquelles. Comment? Eh bien en favorisant les comportements individuels et collectifs qui peuvent contribuer à baisser, diminuer le risque de survenue de la maladie ou d'accident, donc diminuer la probabilité de survenue de la maladie. Donc l'objectif, c'est de faire la promotion de la santé et donner à chaque individu les moyens de se protéger et d'améliorer sa propre santé. La prévention concerne également une définition qui est donnée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, donc qui définit la prévention comme l'ensemble des mesures qui visent à diminuer ou à réduire le nombre ou la gravité des maladies ou accidents. Donc vous voyez déjà qu'à travers les différentes définitions qu'on peut donner de la prévention, on se situe à différents niveaux de la maladie, avant son apparition, au cours de son apparition et dans les conséquences. Donc on va distinguer classiquement trois types de prévention: la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. Ce qui définit les préventions primaires, secondaires et tertiaires, c'est le moment où ces préventions sont réalisées, effectuées. Donc l'histoire naturelle d'une maladie, c'est son apparition, donc ce qu'on appelle le début de la maladie. Le début de la maladie peut s'accompagner plus ou moins rapidement de l'apparition des symptômes lorsque vous êtes en phase d'incubation ou lorsque vous avez par exemple un cancer qui commence à se développer, vous n'êtes pas d'emblée symptomatique. Donc le diagnostic peut se faire à différents stades. Une fois que les symptômes ont eu lieu, on va poser un diagnostic clinique associé à de l'imagerie ou à des prélèvements anatomopathologiques par exemple. Et après prise en charge de la maladie, on peut assister à des récidives ou pas, et puis on peut avoir des conséquences sur la qualité de vie liée à la pathologie. Et donc les différents types de prévention, primaire, secondaire et tertiaire, sont définis en fonction du stade, du moment où se fait cette prévention par rapport à la pathologie. Donc on va voir ces trois types de prévention, primaire, secondaire, tertiaire, donc en les définissant et en prenant des exemples concrets. La prévention primaire, c'est toute la prévention qui se situe avant l'apparition de la maladie. Donc l'objectif, c'est d'éviter que les gens tombent malades, ne développent la maladie. Donc on est bien sur éviter l'apparition de nouveaux cas, donc c'est éviter ce qu'on appelle les cas incidence. Donc l'objectif de la prévention primaire, c'est réduire l'incidence des maladies. Donc pour faire
ce type de prévention, il existe différentes méthodes. Vous pouvez prendre des mesures environnementales, par exemple. Alors, c'est tout ce qui concerne la réglementation. Donc, la réglementation liée à l'alimentation, liée à l'environnement au sens large, le traitement des eaux usées, la gestion des déchets. C'est des choses que vous observez dans votre quotidien. Donc, cette réglementation qui concerne la ville et les hôpitaux a pour but de diminuer les facteurs de risque d'apparition d'un certain nombre de maladies. L'exemple le plus connu de prévention primaire, c'est la vaccination. Donc, la vaccination qui va permettre d'éviter l'apparition de la maladie dans une population. Et puis vous avez également tout ce qui concerne l'éducation pour la santé, donc la promotion de la santé. L'objectif, c'est de favoriser les comportements favorables justement à la santé et d'éviter que les gens adoptent des comportements défavorables. Donc ça va être la lutte contre le tabac, la lutte contre l'alcool qui peuvent prendre des formes différentes puisqu'il peut s'agir de lois, mais également d'incitation via la publicité par exemple. La prévention secondaire, elle se situe une fois que la maladie a commencé à se développer. Donc là, le but, c'est de diminuer la durée de l'évolution. En gros, c'est faire un diagnostic le plus précoce possible pour éviter que la maladie se développe et entraîne des conséquences importantes pour le patient. Donc quand on parle de prévention secondaire, on parle beaucoup de dépistage de maladies, avec pour objectif un dépistage à des stades précoces. C'est l'exemple type des cancers, donc qui sont des maladies qui vont évoluer dans un premier temps de façon silencieuse. Puis, en fonction de la taille de la tumeur, de sa localisation, vous allez avoir une symptomatologie plus ou moins importante et des répercussions sur la santé. Et donc, c'est à partir de là que les diagnostics souvent cliniques de cancer sont posés. Mais le but de la prévention secondaire, justement, c'est de dépister ces cancers à des stades infracliniques pour faire en sorte qu'ils soient pris en charge le plus tôt possible et donc traités le plus facilement possible. Donc ça concerne les cancers, mais vous avez aussi dans l'organisation des soins de la prévention secondaire. Quand vous décidez de regrouper les cas graves dans des structures spécialisées, de faire de la régionalisation des soins, d'accueillir certaines pathologies uniquement dans des centres spécialisés comme les centres hospitalo-universitaires. L'objectif, c'est d'assurer une prise en charge des patients par des gens spécialisés qui ont les moyens, l'expérience, les connaissances nécessaires pour assurer une prise en charge optimale. Un autre exemple pratique, c'est dans la réalisation des soins, c'est décider par exemple de faire des césariennes systématiques lorsque les enfants se présentent par le siège, parce qu'on sait que les accouchements par voie basse chez les enfants qui se présentent par le siège sont à haut risque de complications. Enfin, la prévention tertiaire. La prévention tertiaire, elle a pour but de limiter le handicap. Donc limiter les conséquences, les effets secondaires d'une pathologie ou d'un accident. Donc c'est tout ce qui va concerner la mise en place de mesures à domicile pour garantir le maintien à domicile des gens, éviter qu'ils aillent en structure. Mais si le maintien à domicile n'est plus possible, ben c'est la création d'institutions comme les EHPAD qui vont pouvoir prendre en charge les gens. C'est le suivi des enfants prématurés, par exemple, qui ont des signes de retard du développement, pour éviter justement que ces signes s'aggravent et que les conséquences sur le plan psychomoteur soient trop importantes. C'est tout ce qui concerne les centres de rééducation, la médecine physique et de réadaptation, qui va prendre en charge les gens après accident pour limiter leurs séquelles et les conséquences sur leur quotidien. C'est la rééducation à l'effort pour les gens qui ont fait un infarctus du myocarde. Chez les gens qui ont fait un accident vasculaire cérébral, c'est faire de la rééducation pour rendre une certaine motricité notamment. Donc maintenant, je vous propose de passer en revue quelques exemples de prévention primaire, secondaire et tertiaire.
Nous allons prendre quelques exemples de prévention primaire, qui sont des exemples que vous connaissez bien. Le premier, c'est la prévention contre le tabac. Donc, c'est la loi E20 du 10 janvier 1990 qui a instauré la restriction de la vente, donc l'interdisant aux mineurs, l'augmentation progressive des prix, qui a toujours lieu actuellement, et qui fait que le paquet de cigarettes est proche des 10 euros actuellement. Mais c'est aussi une loi qui prévoit la sensibilisation et l'information du public dans les médias. Donc vous voyez régulièrement des clips promotionnels pour faire la promotion de la lutte contre le tabac. Et puis c'est aussi tout ce qui concerne l'aide à l'arrêt du tabac. Donc c'est l'accès aux substituts nicotiniques, les consultations avec des tabacologues, les opérations grand public, les journées sans tabac, des choses comme ça. Voilà, ça s'est traduit également par une modification importante de l'aspect des paquets de cigarettes, avec la mise en place de ce qu'on appelle paquets, euh, les paquets neutres, qui représentent souvent en fait des messages à l'intention des consommateurs, des messages de prévention en termes de santé, avec des conséquences possibles du tabac sur les dents, sur différents cancers, etc. Donc il n'y a plus du tout l'aspect marketing des paquets qui les rendait attirants auprès notamment du jeune public. Donc la loi E20, elle prévoit également un volet qui concerne la lutte contre l'alcool. Donc c'est essentiellement l'encadrement juridique de la publicité avec des campagnes médiatiques de prévention contre l'alcool. Alors le volet qui concerne l'alcool est assez différent du tabac, puisque comme la France est un pays producteur de vin notamment, qui est très important, donc c'est un des premiers dans le monde, si ce n'est le premier. Évidemment, vous avez toute une économie, une culture associée à l'alcool qui fait que cette partie de la loi est moins efficace que celle qui concerne le tabac. Donc, évidemment, vous avez toujours une consommation d'alcool en France qui est relativement importante, avec des conséquences majeures sur le plan de la santé. Un autre exemple de prévention primaire que vous connaissez à travers beaucoup de messages publicités, c'est le Plan National Nutrition Santé, le PNNS. Donc, il y a plusieurs versions qui évoluent au cours du temps. Donc, vous avez les différentes versions qui sont encadrées sur un certain nombre d'années, puis on fait évaluer le plan. Donc, tous ces plans, vous pouvez les retrouver sur Internet, ils ont des sites spécifiques. Donc le plan national nutrition santé, c'est essentiellement la promotion d'une alimentation équilibrée à travers des messages publicitaires. Donc ne pas manger trop sucré, trop gras, trop salé. C'est la consommation de 5 fruits et légumes par jour. Et puis c'est la promotion du sport associé à la santé. Donc ça se traduit par des messages publicitaires, par l'encadrement de la publicité sur les programmes réservés aux enfants par exemple. Voilà, c'est ce que vous connaissez probablement le plus de ce programme. Mais vous avez des programmes de prévention primaire qui sont également plus discrets, moins médiatisés. Vous avez la lutte contre l'exposition solaire dans la petite enfance. Donc, la petite enfance, c'est la période la plus à risque vis-à-vis du mélanome. Donc, quand vous avez une exposition solaire dans la petite enfance, vous avez des gens qui sont à risque d'avoir des mélanomes qui sont plus importants, donc des cancers de la peau. Donc ça se traduit actuellement par une protection de la peau des jeunes enfants sur les plages. Donc comparé à il y a quelques années, on voit beaucoup plus d'enfants qui portent des combinaisons qui les protègent des rayons du soleil, qui portent des casquettes, etc. Dans la prévention primaire, vous avez aussi tout ce qui concerne la lutte contre les facteurs de risque d'origine professionnelle, donc notamment l'utilisation des équipements de protection individuelle, donc c'est ce qu'on appelle les EPI. Donc le but, c'est d'éviter tous les accidents de travail. C'est le port de casque sur un chantier, le port de chaussures de sécurité, c'est le port de lunettes adaptées au contexte
professionnelle, etc. Les enfants qui naissent en France font l'objet d'un dépistage néonatal d'un certain nombre de maladies d'origine génétique. Donc on propose aux parents à la naissance de faire ce test, donc c'est ce qu'on appelle le test de Guthrie, qui va rechercher 4 maladies principalement, et une cinquième peut être proposée en fonction de l'origine du patient. Donc les 4 maladies qui sont testées sont la phénylcétonurie, l'hypothyroïdie congénitale, l'hyperplasie congénitale des surrénales et la mucoviscidose. Donc l'objectif, c'est de dépister ces maladies à la naissance pour pouvoir organiser leur prise en charge immédiatement et éviter qu'il y ait des conséquences sur la santé de l'enfant. Donc la drépanocytose, qui est une maladie qui touche les globules rouges dans certaines populations, peut être également proposée. En pratique, il faut faire un prélèvement de sang. Donc on prélève quelques gouttes de sang au niveau du talon de l'enfant. Ces gouttes de sang prises au talon de l'enfant vont être mises sur du papier buvard, donc sur des petites fiches qui servent pour faire le test, et ensuite ça va être envoyé pour analyse dans un laboratoire. Donc l'idée évidemment c'est de dépister rapidement ces maladies, et si elles sont détectées, on propose un traitement spécifique, voire une prise en charge adaptée pour éviter que la maladie ne dégénère. Ce test, le test de Guthrie, qui permet de faire le dépistage néonatal de ces maladies, est pris en charge par l'assurance maladie à 100%. Les enfants sont également suivis jusqu'à l'âge de 6 ans, donc c'est ce qu'on appelle le dépistage individuel des enfants. Donc c'est un dépistage qui a pour objectif de repérer des troubles psychologiques et des troubles psychomoteurs, donc des retards psychomoteurs. Donc ce sont des dépistages qui font l'objet de certificats pour certains obligatoires, qui peuvent ensuite être adressés au niveau des PMI. Ces troubles psychologiques et psychocomportementaux, ça peut être des retards de développement, ça peut être des troubles autistiques ou des troubles envahissants du développement ou des troubles d'hyperactivité. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les troubles psychocomportementaux. Mais on va également tester les enfants sur leur langage, voir s'ils peuvent s'exprimer, s'ils connaissent un certain nombre de mots dans leur vocabulaire. On va également les mesurer, les peser pour détecter une obésité précoce. Donc c'est la réalisation des courbes de poids et des courbes de taille. On va également pouvoir tester l'audition, des troubles d'audition qui pourraient être à l'origine de difficultés d'acquisition et de troubles du langage, par exemple. Vous avez également des troubles visuels qui peuvent être détectés. Donc on va tester la vue des enfants, et vous avez des enfants chez qui on va pouvoir proposer des lunettes très tôt, entre 6 et 9 mois par exemple. Et puis vous avez aussi des recherches qui peuvent être faites sur le saturnisme, qui est une maladie du sang liée à une intoxication au plomb. Le dépistage des cancers s'inscrit également dans la prévention secondaire. L'objectif est d'identifier dans la population l'ensemble des malades avant qu'ils soient symptomatiques. C'est pourquoi le test de dépistage doit privilégier la sensibilité des tests. Le dépistage des cancers peut se faire de façon individuelle lors des consultations en médecine générale ou chez le spécialiste, mais il existe également des formes de dépistage systématique organisées pour certains cancers, comme le cancer du sein ou le cancer colorectal. Donc certains cancers, pas tous, mais beaucoup, ont des caractéristiques requises pour le dépistage, puisqu'il s'agit de maladies graves qui peuvent entraîner le décès. Certains cancers sont fréquents, avec une phase préclinique longue, ce qui permet de détecter la maladie avant qu'elle soit développée.
et on sait que, un diagnostic précoce va améliorer le pronostic, notamment en termes de, survie. Pour ça, il faut également qu'il y ait un test de dépistage qui soit efficace et que le coût du dépistage soit bien sûr acceptable. Alors, il existe des plans de santé publique qui vont définir les modalités de prise en charge de pathologies et puis notamment des objectifs en termes de santé publique, donc en termes de santé des populations. Donc, plusieurs objectifs sont fixés par les plans de lutte contre le cancer. Et parmi ceux-là, vous avez le dépistage organisé d'un certain nombre de cancers, le cancer du sein. Il y a tout un travail qui est également fait sur le cancer du col de l'utérus, donc qui est un cancer lié à un virus, le papillomavirus HPV. Et donc l'infection du col de l'utérus par ce virus peut provoquer l'apparition de cellules cancéreuses. Donc l'idée, c'est de dépister ce cancer, soit par la réalisation d'un frottis, soit en recherchant la trace de virus dans les urines. Donc ça, c'est l'idée qui est développée actuellement. Vous avez également un dépistage organisé du cancer du côlon, qui est un cancer très fréquent et qui peut être dépisté à des stades très précoces. Et puis, l'objectif du plan cancer, c'est aussi d'améliorer la détection des mélanomes, puisque le pronostic des mélanomes, donc qui est un cancer de la peau, dépend en fait du stade de la tumeur. Et si vous prenez les mélanomes à des stades très précoces, vous avez des chances de guérison qui sont importantes, alors que si le stade est trop avancé, c'est beaucoup plus compliqué de traiter et de soigner les gens. Un mot sur le dépistage organisé du cancer du sein. Donc, le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. En 2018, vous avez 59 000 nouveaux cas qui ont été détectés, donc ce sont les cas incidents. Et chaque année, vous avez à peu près 12 000 décès qui sont liés au cancer du sein. Donc, c'est des chiffres qu'on retrouve également en 2018. Et le but du dépistage précoce, c'est que vous allez pouvoir réduire la mortalité liée au cancer, puisque vous allez diagnostiquer des stades précoces, faciles à traiter. Le traitement à mettre en œuvre sera également plus léger. Vous pourrez avoir recours à de la chirurgie moins lourde. Vous pouvez également faire de la radiothérapie, de la chimiothérapie associée. Et évidemment, vous gagnez également en qualité de vie pour vos patients, puisque les séquelles seront moins importantes liées au traitement. En pratique, le cancer du sein. Son dépistage, c'est un dépistage de masse organisé. Donc ça veut dire que les femmes âgées de 50 à 74 ans sont invitées par courrier à réaliser tous les 2 ans une mammographie de chaque sein, de face et de profil, avec une double lecture centralisée des clichés. Donc vous avez une lecture par le radiologue du centre dans lequel la mammographie est réalisée, donc c'est un centre agréé, puis les images sont transmises pour une double lecture qui est, elle, centralisée afin d'éviter de passer à côté de tumeurs. Si vous avez des clichés qui sont anormaux, on va pouvoir proposer aux femmes une biopsie afin de faire le diagnostic de la maladie. Certaines femmes ont un suivi gynécologique individuel et assurent le dépistage du cancer du sein, non pas dans le cadre des dépistages organisés, mais auprès de leur gynécologue habituel. Donc les deux solutions sont possibles. Donc c'est un dépistage qui est gratuit et les femmes n'ont pas besoin de faire l'avance de frais. Le cancer colorectal. Le cancer colorectal, c'est un cancer qui est également très fréquent en France. Vous avez 43 000 nouveaux cas diagnostiqués en 2018, donc ce sont les cas incidents, avec environ 18 000 décès associés. Donc les dépistages, pareil, concernent les personnes âgées de 50 à 74 ans. Alors les tranches d'âge sont définies parce que ce sont les tranches d'âge les plus à risque de développer le cancer, enfin ce type de cancer.
Le principe du dépistage du cancer colorectal, c'est de rechercher des traces de sang dans les selles. Lorsque vous avez une tumeur au niveau du rectum ou du côlon, cette tumeur souvent bourgeonne, part d'un polype, et ce sont des tumeurs qui sont très vascularisées et qui peuvent subir des micro-blessures par le passage des selles, et donc vous avez des saignements qui sont souvent invisibles, mais vous pouvez retrouver du sang dans les selles. Et donc si vous trouvez du sang dans les selles, vous pouvez proposer au patient une coloscopie afin de chercher l'origine du segment. Donc ce n'est pas forcément un cancer, mais si vous trouvez des polypes, c'est l'occasion de faire la résection des polypes au sein du, du tube digestif. Donc pour les personnes à risque élevé ou très élevé, euh, quand vous avez des formes familiales par exemple, eh bien, vous pouvez avoir un suivi individualisé avec une fréquence des coloscopies qui sera espacée. Donc vous avez des formes génétiques de cancer, ce qu'on appelle le syndrome de Lynch, mais vous avez aussi des familles avec des antécédents familiaux importants de cancers colorectaux qui expliquent un suivi plus rapproché. C'est un dépistage qui en pratique est compliqué à mettre en œuvre, qui n'est pas beaucoup suivi par la population parce que les gens sont réticents à faire des prélèvements de sel et les envoyer ensuite par la poste pour analyse. Donc c'est un dépistage qui n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. Un mot maintenant sur ce qu'on appelle les tests de dépistage. Les tests de dépistage, ils s'adressent à des personnes qui, en apparence, n'ont pas de maladie, donc qui n'ont pas de symptômes, ils n'ont pas de problème de santé particulier et donc ils ne demandent rien. Ça peut concerner des individus pris isolément, donc c'est le suivi individuel. On va pouvoir proposer des tests de dépistage de maladies en fonction du profil de certains patients, en fonction d'un facteur de risque. Mais on peut aussi s'adresser à une population dans sa globalité. Et dans ce cas, on va parler de dépistage de masse des maladies. Un dépistage est qualifié de pertinent s'il permet d'améliorer la morbidité, donc les séquelles liées à la maladie, et évidemment la mortalité d'une population. Si le fait de mettre en place un dépistage n'améliore aucun des deux paramètres, il n'y a pas d'intérêt à le faire. Alors, pour savoir si c'est pertinent de mettre en place un dépistage, il faut regarder un certain nombre de paramètres qui sont liés à la maladie, donc à l'affection, mais également à la qualité des tests de dépistage dont vous disposez. On verra que les tests peuvent avoir des qualités très variables et un bon test doit remplir un certain nombre de qualités. Ça dépend également du diagnostic possible de la maladie par la suite, des traitements qui existent. Si vous n'avez aucun traitement à proposer, est-ce que ça vaut le coup de dépister des maladies chez des individus? Les implications économiques qui peuvent être également importantes, l'organisation du dépistage si vous faites un dépistage de masse, et puis bien sûr son évaluation, puisqu'en santé publique, lorsque vous menez des actions dans des populations, il faut évaluer son intérêt et son impact dans la population. Les critères pour la mise en place d'un dépistage ont été établis par l'OMS en 1970. Alors, il faut que la maladie représente une menace pour la santé publique. Ça veut dire qu'on va s'intéresser à des maladies qui sont fréquentes et graves. Un traitement doit pouvoir être proposé au patient. En effet, quel est l'intérêt de dépister une maladie et d'informer un patient qu'il est atteint d'une maladie si derrière vous ne pouvez rien lui proposer? Donc il faut qu'il y ait un traitement efficace associé au dépistage. Il faut que les moyens appropriés de dépistage et de diagnostic soient effectifs, soient disponibles. Sinon, vous n'allez pas pouvoir mettre en place votre dépistage. Dans l'idéal, il faut que la maladie soit décelable dans une phase de latence. Donc l'idée, c'est de dépister la maladie à des stades précoces pour éviter qu'elle se développe et qu'elle entraîne des conséquences graves pour les patients. Donc il faut une phase
préclinique asymptomatique au cours de laquelle on va proposer un dépistage et identifier la présence de la maladie. Et puis, bien sûr, il faut que l'examen de dépistage soit efficace et garantisse une bonne interprétation des résultats. L'examen ou l'épreuve qui va être utilisée pour faire le dépistage doit être acceptable par la population. Vous voyez tout à l'heure deux exemples. Faire des radiographies, des mammographies, c'est assez simple et accepté par la population de femmes parce que ce n'est pas invasif. Les dépistages du cancer colorectal fonctionnent beaucoup moins bien parce que c'est beaucoup plus compliqué de proposer aux gens de faire de la recherche de sang dans des selles. Il faut également qu'il y ait une histoire naturelle de la maladie qui soit connue. Ça veut dire qu'il faut connaître les différents stades de la maladie pour savoir comment les détecter, comment les rechercher, à quel endroit, etc. Il faut également déterminer le choix des sujets qui vont recevoir les traitements. Donc, à qui doit s'adresser le dépistage. Vous avez vu que dans le dépistage organisé du cancer du sein et du côlon, on s'adresse aux personnes âgées de 50 à 74 ans parce que ce sont les populations cibles. Sur le dépistage, le test de Guthrie, il est fait dès la naissance. Les objectifs ne sont pas les mêmes, on ne travaille pas sur les mêmes maladies. Donc ça, il faut bien le définir. Toujours la question du coût, le coût du dépistage, de son organisation, de la réalisation des examens, des traitements, etc. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à le faire? Quel va être le coût pour la société? Et est-ce que le coût du dépistage va être contrebalancé par les économies réalisées par la prise en charge précoce des gens? Quand vous prenez les gens plus tôt en soins, vous avez moins de conséquences physiques. Les gens ont des traitements qui sont moins lourds, moins coûteux, et puis il y a moins d'impact pour la société puisque les gens vont pouvoir retravailler potentiellement assez rapidement. Enfin, quand vous mettez en place un dépistage, il faut que la recherche des malades soit continue, c'est-à-dire que vous ne faites pas un dépistage une année donnée pour tout laisser tomber. La décision de mettre un dépistage organisé en place nécessite un suivi dans le temps et une continuité de ce dépistage. On va maintenant s'intéresser aux performances des tests. Donc un test de dépistage doit répondre à un certain nombre de qualités lors de sa conception. Donc il faut qu'il soit simple. Donc on a vu sur la mammographie, il suffit de prendre des clichés des seins. Donc c'est quelque chose qui n'est pas invasif, qui est assez facilement acceptable. Vous avez vu que pour les cancers colorectaux, le dépistage de sang dans les selles, c'est déjà un test qui est plus difficilement accepté par la population, qui est moins simple à réaliser. Il faut ensuite que le dépistage soit fiable, c'est-à-dire que le résultat que vous allez obtenir, il faut que vous ayez confiance dans ce résultat et que vous puissiez utiliser ce résultat dans le cadre de la prise en charge des patients et que si vous refaites le test, eh bien, vous retrouverez le même résultat. Donc c'est également cette notion de reproductibilité. Donc un test, il faut qu'il soit reproductible, c'est-à-dire que si vous le faites plusieurs fois dans les mêmes conditions, vous devez toujours retrouver le même résultat. L'acceptabilité du test, eh ben, elle va évidemment dépendre de sa simplicité et puis également du coût, puisque pour que ce test soit accepté par l'ensemble de la population et mis en place, il faut que le coût soit pas trop élevé. Enfin, il faut que votre test soit valide. Donc on va voir ce qu'on appelle la validité d'un test. La validité d'un test, c'est sa capacité à différencier les malades des non-malades au sein d'une population. Donc, un test est valide s'il est capable de distinguer les gens potentiellement malades des gens non malades. Cette capacité, cette validité va dépendre de ce qu'on appelle les performances propres du test et de la population testée. Donc, vous avez des paramètres liés au test lui-même, et ensuite, une fois que le test est déployé, les résultats vont être différents en fonction
de la population que vous testez, notamment de la fréquence de la maladie dans la population que vous testez. On va définir pour les tests un certain nombre de populations en fonction du résultat du test et de l'état réel du malade concernant la maladie. Donc vous avez des gens qui sont effectivement malades et des gens qui sont non malades, chez qui vous allez pouvoir faire des tests. Les tests vont vous donner une réponse positive ou négative. Et donc vous allez pouvoir distinguer 4 sous-groupes. Vous avez les malades qui ont un test positif, c'est ce qu'on appelle les vrais positifs, donc c'est l'objectif évidemment recherché du test. Mais vous avez aussi des malades qui auront un test négatif, c'est ce qu'on appelle les faux négatifs. Chez les non malades, normalement, lorsque vous n'êtes pas malade, vous devez avoir un test qui est négatif, c'est ce qu'on appelle les vrais négatifs. Mais si vous avez un test positif alors qu'en fait vous n'êtes pas malade, vous êtes ce qu'on appelle un faux positif. Donc à partir de ces 4 sous-groupes, on va pouvoir calculer ce qu'on appelle les performances du test. Les performances propres ou intrinsèques d'un test sont définies par la sensibilité et la spécificité du test. Ces paramètres propres au test sont calculés en conditions expérimentales et ne dépendent pas de la population testée. Donc, c'est propre au test, quelle que soit la population dans laquelle vous allez déployer ce test. La prévalence de la maladie dans les populations, donc la fréquence de la maladie dans les populations, va conditionner ce qu'on appelle les performances extrinsèques du test. Donc les performances extrinsèques du test sont ce qu'on appelle les valeurs prédictives positives et négatives. Donc lorsque j'ai un test positif ou un test négatif, quelle est la probabilité pour que le patient soit réellement malade ou non malade? Ces valeurs prédictives positives et négatives vont dépendre de la population que vous testez et donc elles sont définies pour un test dans des conditions de dépistage au sein des différentes populations. Donc l'intérêt de la définition de ces performances extrinsèques des tests, c'est d'apprécier la pertinence de l'utilisation du test dans la population. Les performances intrinsèques, donc on a vu que c'était la sensibilité et la spécificité d'un test. Alors, la sensibilité, c'est la probabilité que le test soit positif si la personne est malade. Donc, plus un test est sensible, moins il va comporter de faux négatifs. Donc, SE, ce qu'on appelle la sensibilité d'un test, c'est le rapport entre les vrais positifs et l'ensemble des malades, donc les vrais positifs et plus les faux négatifs. Donc c'est la proportion de vrais positifs parmi les malades. Donc c'est la sensibilité du test. La spécificité du test, c'est la probabilité que le test soit négatif lorsque la personne est indemne de la maladie. Donc un test spécifique occasionne moins de faux positifs. Donc la spécificité d'un test, SP, elle se calcule en regardant la proportion de vrais négatifs parmi les non malades. Donc c'est le nombre de vrais négatifs rapporté à la somme des vrais négatifs plus les faux positifs, donc ce qui constitue l'ensemble des non malades. Alors, sensibilité et spécificité d'un test sont interdépendants. Alors, dans l'idéal, on aimerait que la sensibilité et la spécificité du test soient de 100%. Mais généralement, l'augmentation de la spécificité du test se fait au détriment de sa sensibilité et inversement. Donc, en pratique, il va falloir trouver le bon compromis entre sensibilité et spécificité en fonction de l'objectif du test. Les performances
extrinsèque du test, donc c'est ce qu'on appelle la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative, elles sont évaluées en population. Donc la valeur prédictive positive, c'est le nombre de vrais positifs parmi l'ensemble des tests positifs. Donc c'est les vrais positifs plus les faux positifs. Donc c'est la probabilité pour une personne dont le test est positif d'être réellement malade. La valeur prédictive négative d'un test, ce qu'on appelle la VPN, elle représente la probabilité pour une personne dont le test est négatif d'être réellement indemne de la maladie. Donc il s'agit du nombre de vrais négatifs parmi l'ensemble des tests négatifs, donc vrai négatif plus faux négatif. Ces valeurs prédictives positives et valeurs prédictives négatives dépendent de la prévalence, donc de la fréquence de la maladie dans la population où le dépistage a été réalisé. Donc c'est lié aux qualités intrinsèques du test, évidemment. Donc la valeur prédictive positive est calculée en fonction de la sensibilité, SE, de la spécificité, SP, et de la prévalence de la maladie. La valeur prédictive négative est également dépendante de la sensibilité, de la spécificité et de la prévalence dans la maladie dans une population. Alors, quand est-ce qu'on doit privilégier la sensibilité d'un test de dépistage? Lorsque l'on veut le plus de vrais positifs et le moins de faux négatifs, on va privilégier la sensibilité. L'objectif, c'est de détecter tous les malades dans la population. Donc ça, c'est intéressant si la maladie est curable, que vous avez un traitement efficace à proposer aux gens. C'est aussi adapté si le pronostic est sévère lorsque la maladie n'est pas détectée. D'où l'intérêt de retrouver absolument tous les malades. Et puis, si les conséquences sur le plan psychologique sont peu importantes en cas de faux positif, c'est-à-dire que si vous annoncez à quelqu'un qu'il est positif alors qu'en fait il ne l'est pas, si ça n'a pas un impact majeur sur le plan psychologique, eh bien dans ce cas, c'est acceptable d'avoir une sensibilité élevée. Enfin, il faut que l'étape diagnostique ne soit pas trop onéreuse ou invasive en cas de faux positif. En effet, si à la suite d'un test positif, vous proposez aux gens de faire une biopsie, si vous proposez une endoscopie digestive, c'est un acte qui est relativement invasif, mais qui est quand même acceptable. S'il s'agit de faire une biopsie de cerveau, ce sera déjà plus la même chose. Les gens ne seront pas évidemment d'accord de le faire. Quand est-ce qu'on va privilégier la spécificité d'un test? L'objectif, c'est d'avoir le moins de faux positifs, donc de trouver tous les vrais négatifs. L'idée, c'est de pouvoir dire aux gens qu'ils sont réellement indemnes de la maladie. Alors, ça veut dire que vous allez avoir des malades que vous allez rater, et ça, c'est acceptable si la maladie n'est pas curable, par exemple. Le traitement que vous allez proposer, de toute façon, est peu efficace. C'est important d'avoir une spécificité élevée si le fait de se savoir indemne de la maladie est important sur le plan individuel. Donc si l'information du fait que vous soyez sain est fondamentale, dans ce cas, on va favoriser plutôt la spécificité du test. Et enfin, si les faux positifs ont des conséquences psychologiques importantes, si vous annoncez à quelqu'un qu'il est atteint d'une maladie et que cette maladie est incurable, les gens vont être angoissés et ça va être très compliqué pour eux de l'accepter. Et si en plus vous leur annoncez derrière qu'en fait vous vous êtes trompé, c'est difficilement acceptable, évidemment. Donc la prévention en santé, c'est une partie fondamentale de la santé publique. Ça veut dire que en santé publique, vous avez énormément de plans qui sont réalisés chaque année, mis à jour dans énormément de domaines.
L'objectif, c'est de mettre en place notamment des actions de dépistage et de prévention pour éviter que les maladies se développent de façon trop importante dans les populations. Donc ces actions de dépistage et de prévention, vous pouvez le faire à l'échelle de l'individu ou à l'échelle d'une population et tout au long de sa vie. Donc les tests de dépistage, c'est vraiment un outil très important en santé et ça doit en aucun cas remplacer la clinique et le diagnostic. Il ne suffit pas de se contenter de faire des tests, il faut aussi examiner les patients et bien identifier les maladies.